La présidente de la Commission de l'Union africaine, Mme Nkosazana Dlamini Zuma, a réitéré l'engagement de l'UA en faveur de l'intégrité territoriale du Mali. La première responsable de l'institution africaine a demandé au groupe rebelle de déposer les armes et de s'inscrire dans le processus de paix en cours dans le pays. Même son de cloche du côté de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Nous saluons les décisions courageuses prises par le gouvernement dans le but bien compris d'accroître le degré de confiance entre toutes les parties prenantes. Aussi, et en contrepartie, nous exigeons que, conformément à l'article 12 de l'accord préliminaire, le retour de l'administration soit effectif dans toutes les localités et dans les locaux officiels qui lui sont destinés, notamment à Kidal. Nous condamnons par la même occasion les velléités d'utilisation de la station de l'ORTM dans cette localité à des fins de propagande haineuse et d'incitation à la violence. Pour les retours définitifs de la paix dans le pays, le gouvernement a déjà entrepris un certain nombre d'actions qui s'articulent autour de 6 axes majeurs. À savoir la mise en place d'institutions fortes et crédibles, la restauration de la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national, la mise en œuvre d'une politique active de réconciliation nationale, la reconstruction de l'école malienne, la construction d'une économie émergente, la mise en œuvre d'une politique active de développement social. S'il y a des avancées en matière de retour de la paix, les défis sécuritaires persistent. Nous avons été témoins, depuis la fin du mois de septembre, d'une recrudescence d'attaques terroristes. Et ceci, alors que la force Serval va réduire progressivement ses effectifs. Alors aussi que le manque encore à ce stade, le manque de moyens de la MINUSMA limite les capacités de la mission à empêcher le retour des groupes extrémistes sur le territoire malien en appui aux forces armées maliennes et à Serval. Le ministre de la Justice a salué la CEDEAO, l'UA, l'Union européenne, l'ONU et la France pour leurs efforts en faveur de la stabilisation du Mali. Et nous ouvrons notre fenêtre sur les assises nationales sur le Nord qui se sont poursuivies ce matin au CICB. La journée a été marquée par les travaux des commissions. Il s'agit notamment de la commission de la réconciliation nationale. Cette commission doit faire une série de propositions en vue de mieux orienter l'action gouvernementale en matière de réconciliation. Bourama Traoré. À l'ouverture des assises sur le Nord, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, avait fixé les caps. Aucun sujet n'est tabou, a-t-il précisé. Au deuxième jour de ces assises, les débats étaient houleux et francs. Au niveau de la commission de la réconciliation nationale, par exemple, les participants se sont dit les 4 vérités, mais dans un respect mutuel et un esprit constructif. Première question, quel contenu peut-on donner au concept de réconciliation nationale? Ça veut dire que les Maliens doivent entre eux s'asseoir, parler de leurs problèmes, dire ce qui ne va pas et trouver les solutions. La définition que moi je la donne, c'est d'accepter de pardonner. Il faudra que nous acceptons de pardonner tout en n'oubliant pas. Pour que cela se fasse, il faudra que nous acceptons de mettre notre culture comme facteur de cohésion sociale. La réconciliation nationale, pour moi, c'est de vivre ensemble, noir et blanc, du nord comme au sud. Quand on parle de réconciliation nationale, il faut quand même renoncer à beaucoup de choses. Il faut qu'on se réconcilie avec nous-mêmes d'abord. Deuxième question, que faut-il faire pour aller à la vraie réconciliation des cœurs et des esprits? Pour y parvenir, certains estiment nécessaire de rétablir toute la vérité sur les événements passés afin de rendre justice aux victimes. Pour d'autres, les Maliens doivent avant tout se pardonner et s'accepter. Chacun sache raison garder. C'est vrai, il y a eu un problème, il est grave, mais c'est des Maliens. Nous sommes tous des Maliens. Tous ces gens qui ont pris des armes ont leurs parents ici, entre nous, parmi nous. Chacun de nous est concerné d'une manière ou d'une autre, ou par lien de sang, ou par lien de mariage,
Je pense que le problème n'aura pas de solution tant qu'il n'est pas bien posé. On parle du problème du Nord, moi je pense que le problème n'est pas seulement au Nord, c'est un problème malien. Pour qu'il y ait aujourd'hui une réconciliation, même quand il y a un accord pour pouvoir le respecter, il faut l'État. La réconciliation nationale, Sikasso fait partie, Ségou fait partie, Mopti fait partie, Kaï fait partie et que sais-je encore. Donc il faudra que nous acceptons d'aller vers toutes ces régions. Comme les autres commissions de travail, celle de la réconciliation nationale doit formuler certaines recommandations. Recommandations qui seront présentées à la plénière en vue de mieux orienter l'action gouvernementale en la matière. Aux Assises nationales sur le Nord, une délégation des réfugiés et des déplacés participe aux travaux. Notre équipe de reportage s'est intéressée à un réfugié malien en Mauritanie et un déplacé du Nord à Bamako. Sidi Mohamed Ould Kater et Ibrahim Ag Sheban racontent comment ils ont vécu la crise sécuritaire et comment ils vivent aujourd'hui. Ils s'expriment dans ce reportage signé Bourama Traoré. L'un est réfugié, l'autre est déplacé. Dénominateur commun, ils sont tous maliens. Sidi Mohamed Ould Kater et Ibrahim Agsheban sont les victimes de la crise sécuritaire dans le nord du Mali. J'ai quitté le Mali depuis janvier 2013, au camp de réfugiés d'Embera. Je suis en Mauritanie. 13 mois que je suis à Bamako. Déplacé de Gundam pour venir à Bamako, sachant parfaitement qu'étant à Bamako, je serai à l'abri de certaines situations d'insécurité. Pendant plus d'un an, les prétendus djihadistes ont régné en maître absolu dans cette partie du Mali. Leur seul dessein, terroriser les populations. Et la seule solution pour échapper aux exactions de ces hommes sans foi ni loi était de fuir selon nos compatriotes. On n'était pas en mesure de rester parce que nos frères ont été tués, nos biens ont été pillés et nous avons pris la fuite. Donc, nous avons pris nos familles pour sortir. Il faut aller se réfugier quelque part. Depuis que je suis arrivé, je n'ai reçu aucun appui de qui que ce soit. Je vis avec mes propres moyens. Je suis retraité, donc je vis avec ma pension. Après l'intervention militaire réussie de la coalition internationale, le nord du Mali commence à se stabiliser, d'où le désir de nos compatriotes de retourner dans leur localité d'origine, car, disent-ils, on est mieux que chez soi. Nous voulons aussi le retour au pays, parce que rien ne peut compenser la patrie. Même si on a vécu beaucoup de choses dans la patrie, c'est notre patrie. Nous voulons vraiment que les gens puissent retourner chez eux sans être indexés par qui que ce soit. Je souhaiterais vraiment que la paix, la sécurité revienne au Mali pour que je puisse retourner tranquillement dans mon cercle, dans ma ville, dans ma commune. Le réfugié Sidi Mohamed Ould Kater et le déplacé Ibrahim Agsheban s'inscrivent dans le processus du dialogue et de la réconciliation nationale. Nos compatriotes se disent convaincus d'une chose, la sortie définitive du Mali de la crise passe par un sursaut national. Comment faire de la région le nœud du développement au nord? Quelle place accorder aux chefferies traditionnelles dans la communalisation? Comment construire une décentralisation participative dans le nouveau contexte? Ce sont là les principales consignes sur lesquelles la commission gouvernance locale a travaillé. Lamine Tchekoura Koulibaly. La régionalisation est une forme de décentralisation dans laquelle l'État transfère des pouvoirs aux régions. Pouvoir administratif, économique, culturel, etc. Mais dans les échanges, des participants ont invoqué le déterminisme géographique pour noter que la future régionalisation risque plutôt d'accroître le fossé sud-nord, le nord accusant déjà un retard considérable comparativement au sud. Je suis contre cette idéologie. À Kidal, il y a un potentiel extraordinaire. Il y a des richesses inestimables, mais c'est des richesses qui ne sont pas exploitées. Essayez de nous donner la route, le guidon qui relie Gao jusqu'à Tinzawaten. Kidal s'ouvrira au monde, le monde s'ouvrira à Kidal. Les gens viendront de partout. Les gens sont tellement devenus pessimistes que certains ont osé dire que Kidal ne sera jamais Sikasso. C'est une question de volonté politique. Gao peut être Bamako lorsque les hommes sont convaincus, mettent en œuvre vraiment l'amour du pays, la volonté de construire, la volonté de se regarder, de se dire la vérité, la volonté de s'aimer
en ce moment, nous pouvons faire des montagnes. Il va falloir que chacun se décide. Moi, je suis du Nord, j'opte pour le développement du Nord. Là, chacun s'y met, on peut relever le défi. Mais si tout le monde croise les bras, on se dit l'État, à chaque fois on prend les armes, on s'entretient, il faut comprendre que nous sommes tous du même pays, nous sommes des frères. Et la chose que moi, personnellement, que j'encourage dorénavant, qu'on ne regarde plus les gens par leur couleur. On s'en fiche qui est noir, qui est jaune, qui est rouge. On s'en fiche qui est musulman, qui est chrétien, qui n'est même pas rien, mais qu'on regarde les compétences. Chacun doit être récompensé par le travail fourni. C'est pour cela que l'accent est mis aujourd'hui sur la nécessité d'aller à une décentralisation participative. Quel type de citoyens devons-nous avoir en contexte de décentralisation? Est-ce qu'on doit avoir un citoyen qui tend toujours la main à l'État? Ou on doit avoir un citoyen contribuable qui dit l'école coûte 20 millions, l'État me donne 18, je cherche 3 et je demande aux parents d'élèves d'en payer le reste. Et ça m'amène à la fiscalité locale. Personne n'en a parlé. Est-ce qu'il est possible de créer des collectivités territoriales sans fiscalité? Et s'il y a fiscalité, comment je dois presser les citoyens de la commune de Salam pour que j'ai une école à Agouni, que j'en ai une autre à Bouchbéa, une autre à Arawan, une autre à Foumal Alba, une autre à Taoudeni, une autre à Tegaza. Comment? Plusieurs participants se prononcent par ailleurs pour l'affectation aux communes du patrimoine foncier, afin de leur permettre de planifier leur développement. Les chefferies traditionnelles doivent évoluer en dehors du champ politique, soutiennent unanimement les participants. En retour, il convient d'accroître leur pouvoir et pourquoi pas faire d'eux des membres désignés au sein des conseils communaux, aux côtés des membres élus. Au cours des échanges au sein de la gouvernance locale, le terme Azawad est apparu plusieurs fois et l'appellation a opposé ceux qui soutiennent qu'elle désigne simplement une région géographique comme le Bélédougou ou le Ouassoulou à d'autres qui invoquent la charge politique qu'elle renferme pour demander son rejet. Lamine Tchekoura Koulibaly a recueilli le point de vue de Sidi Mohamed Ag Ishrash, ressortissant le Tessalite et ancien leader de la rébellion de 1990. Il identifie par ailleurs les facteurs qui bloquent la décentralisation à Kidal. C'est une appellation qui ne doit pas diviser, bien qu'elle doive faire l'objet d'interrogations. Dans le pacte national de 1992, le mot Azawad avait été utilisé et le gouvernement avait dit à l'époque qu'il n'était pas opposé à cette appellation, à condition que les populations des trois régions se mettent d'accord pour désigner ainsi les trois régions, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas parce que chacune des régions se reconnaît dans son appellation traditionnelle. Donc je pense que l'Azawad, c'est une partie de la région de Tombouctou, ce n'est pas Gao, ce n'est pas Kidal. Selon vous, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui la réussite de la décentralisation dans une région comme Kidal? Le problème principal de la région de Kidal, c'est d'abord que depuis 1990, il n'y a pas eu une paix réelle dans la région de Kidal. Il y a toujours eu des incidents qui ont rendu difficile, voire impossible, la réalisation de certains programmes de développement. Ensuite, le deuxième problème, en tout cas concernant la région de Kidal, c'est la qualité des élus. Les élus de la région de Kidal sont pour la plupart analphabètes. Le troisième problème, qui est aussi réel, c'est qu'on a créé quelque part des communes qui ne sont pas viables. Le quatrième problème, à mon avis, qui est commun à toutes les communes du Mali, c'est qu'il n'y a pas de restitution des activités des communes aux électeurs. Parlant des chefferies traditionnelles, vous pensez qu'il faille aujourd'hui élargir la taille des conseillers communaux aux chefs traditionnels? Je ne suis pas un grand partisan de division tribale ou sectaire ou autre. Moi, je pense qu'il y a un pays où une communauté se développe lorsque les gens sont ensemble et qu'ils mutualisent leurs efforts. Mais cela dit, il y a une réalité dans la région de Kidal qui fait qu'il y a une compétition acharnée entre les différentes communautés pour l'accès aux différents postes électifs. Cela crée des frustrations lorsqu'un chef de fraction voit le chef de fraction voisin qui est élu maire ou bien conseiller communal. Ça crée des frustrations et il serait à mon avis très intéressant de trouver une solution. Et ce que personnellement je propose pour la région de Kidal, c'est de faire en sorte que les chefs de fraction, les chefs de village, tous les chefs de fraction et tous les chefs de village soient automatiquement membres des conseils communaux de leur commune. Ça permettra de les mettre à l'écart des joutes politiques.
Ça permettra de les mettre à l'égard donc de tous ces jeux politiciens qui les décrédibilisent. Cela crée une rupture de la confiance entre ces chefs de fraction et la partie de leurs électeurs qui ne votent pas pour eux. Or, si les chefs ne présentent pas les qualités de neutralité requises, ils ne peuvent plus arbitrer les conflits. Et en même temps, vous ajoutez que cela permettrait d'élargir la taille du conseil communal, qui sera plus représentatif en ce moment de la communauté. Ah oui, vous savez, il y a des communes qui sont administrées par un conseil communal de 11 membres. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'une commune qui fait souvent 30 ou 40 000 habitants ne peut pas être représentée par 11 personnes. On n'a rien à perdre en élargissant le nombre de membres du conseil communal de manière à impliquer le maximum de personnes, les chefs de fraction notamment, les chefs de village, les femmes, les jeunes, la société civile, les cadres locaux, ce qui permettrait de disposer quand même d'une masse critique de personnes capables de discuter des programmes de développement et mieux de mobiliser la population autour de ces programmes de développement. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que si vous n'impliquez pas dans les conseils communaux les élites locales, qu'elles soient traditionnelles ou modernes, vous ne pouvez pas obtenir la synergie nécessaire au développement. À mon avis, c'est un fait bloquant du développement communal. Je mène les mêmes raisonnements, par exemple, au niveau de l'Assemblée régionale, qu'on appelle maintenant le Conseil régional. Je donne le cas de la région de Kidal. Le Conseil régional comporte 8 personnes, 8 membres. Comment 8 membres peuvent décider des questions de développement pour toute la région? Et c'est d'autant plus grave que parmi les 8 membres, il n'y a pas de cadres, il n'y a pas la société civile, il n'y a pas les chefs de fraction, il n'y a pas les chefs des services techniques. Mais comment ces 8 membres vont élaborer les programmes régionaux de développement? Et même s'ils arrivent à l'élaborer, mais comment ils vont l'exécuter? Comment ils vont le suivre? Comment ils vont sensibiliser les populations? Je pense que le nombre de membres des conseils communaux ou de l'Assemblée régionale aujourd'hui est un fait réellement bloquant pour le développement et de la décentralisation. Parlons à présent énergie et environnement. 60% des installations électriques du Mali sont alimentées à partir de Balengué. Seulement, la station se retrouve confrontée à quelques problèmes dus à des produits chimiques qui viennent des eaux maltraitées de la station d'épuration de Sotuba et qui peuvent être source de panne d'électricité si rien n'était fait. Les ministres en charge de l'énergie et de l'environnement ont donc décidé qu'à partir de lundi prochain, les unités industrielles ne seront plus connectées à la station d'épuration de Sotuba. Les précisions de Alpha Maïga. La station d'épuration de Sotuba s'étend sur 19 hectares. Elle est conçue pour le traitement des eaux usées des unités industrielles. Le traitement se fait de façon biologique à hauteur de 500 mètres cubes par jour. Et c'est pour s'enquérir du fonctionnement des installations que les ministres en charge de l'énergie et de l'hydraulique et celui de l'environnement et de l'assainissement sont là. Le constat est amer. La station d'épuration elle-même, les odeurs, les nuisances de toutes sortes, mais aussi la qualité des eaux déversées dans le fleuve Niger ne respecte pas les normes environnementales. La station est connectée à une trentaine d'unités industrielles. Un autre constat se dégage. Les 60% de l'électricité du Mali sont fournis à partir de Balengué. Les installations sont aujourd'hui attaquées par les produits chimiques qui viennent des eaux maltraitées de la station d'épuration. Tous les cuivres et le chrome sont attaqués et la centrale de Balengué aujourd'hui et son poste sont exposés à un arrêt total. Si des dispositions urgentes ne sont pas prises, c'est sûr que les équipements vont s'arrêter à cause de la pollution. Dès lundi, les dispositions vont être prises pour déconnecter de la centrale, la station d'épuration, toutes les unités industrielles qui ne respecteraient pas les normes environnementales. Autre lieu, le combat de l'assainissement. Le ministre en charge du domaine a visité le dépôt d'ordures de Sami. Ces 17 000 mètres cubes doivent être évacués dans les 10 prochains jours. On se réjouit. 2 sites avant avaient été dégagés, Tomikorobogo et Médine. On est au 3e site et on avance. Toutes les autres entreprises prendront leur lot. Et en plus de Toguna, je pense que les autres sites, on aura un travail de front qui va se faire et aller très vite. Dégager les ordures de telle sorte qu'elles ne s'entassent plus, impliquer les populations, voilà à quoi s'attelle le ministre Rissa pour relever le défi de l'assainissement
à Bamako. À quelques heures de l'ouverture de la campagne électorale pour les législatives, le président de la Commission électorale nationale indépendante s'adresse aux candidats et les appelle au respect de la loi électorale. Les propos de Mamadou Diamoutani sont recueillis par Alousseni Touré. Mesdames et messieurs les candidats, conformément à la loi électorale, la campagne électorale pour le scrutin du 24 novembre 2013 s'ouvre le dimanche 3 novembre 2013 à 0 heure. Dans quelques heures donc, vous entrerez en campagne dans vos circonscriptions électorales respectives. Je me permets d'en appeler à votre sens élevé de responsabilité pour inscrire toutes vos activités de campagne dans le respect strict de la loi électorale. Je voudrais à cette fin vous rappeler les articles 72 et 73 de cette loi. Article 72. Les pratiques publicitaires à caractère commercial, les dons et libéralités en argent ou en nature à des fins de propagande pour influencer ou tenter d'influencer le vote durant la campagne électorale sont interdits. De même, l'utilisation des biens ou moyens d'une personne morale publique, institution ou organisme public aux mêmes fins est interdite. Article 73. Il est interdit de procéder, lors des campagnes, à des déclarations injurieuses ou diffamatoires par quelque voie que ce soit, à l'endroit d'un ou de plusieurs candidats ou listes de candidats. Mesdames et messieurs les candidats, je vous souhaite bonne chance en nourrissant l'espoir que vous nous donnerez la chance de vivre 21 jours de campagne civilisée. Que Dieu bénisse le Mali. Législative toujours, le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État a rencontré ce matin les acteurs ou leurs représentants. Ils ont ainsi pris connaissance des dispositions prises par le comité pour le bon déroulement des messages de campagne. Pour plus de précisions, écoutons le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État, Abdoulaye Sidibé, est au micro de Agibou Koulibaly. Il s'agissait pour nous de leur faire part de la décision prise par le comité de l'égal accès aux médias d'État quant à la couverture médiatique des campagnes électorales sur les médias d'État. Lorsque je parle de médias d'État, il s'agit bien sûr de l'ORTM et de l'AMAP. Donc nous les avons réunis pour procéder à un tirage au sort pour l'ordre d'enregistrement des uns et des autres. Le tirage au sort est fait en présence de tout le monde. Chacun note à quel moment précis il doit se présenter en nos locaux pour se faire enregistrer. Étant entendu, bien sûr, que en ce qui concerne les messages de campagne, certains peuvent produire dans des maisons privées de production et nous l'apporter. Mais ils sont tenus d'être là, même s'ils doivent nous apporter un PAD, un prêt à diffuser, à l'heure qui a été tirée au sort. Vous savez que nous avons à peu près 84 partis et 31 candidats indépendants, ce qui est très énorme parce que ça nous amène à peu près à 115 candidats. Donc dans la répartition et pour tenir compte des possibilités, chaque parti ou chaque candidat a droit pour son message à 2 minutes. Ça, c'est valable pour tout le monde. Maintenant, nous avons des partis qui sont représentés dans beaucoup plus de circonscriptions. Et là, ils ont une bonification. En plus de cela, chaque candidat a droit à un meeting qui sera diffusé dans le journal parlé. Les meetings seront couverts par l'ORTM, mais ils devront en faire la demande à temps pour que l'ORTM puisse prendre les dispositions. Donc voilà un peu les dispositions que nous avons prises.
Et nous revenons tout de suite sur le drame survenu à Kidal ce samedi. 2 envoyés spéciaux de RFI dans le nord de notre pays, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, ont été kidnappés et exécutés à Kidal par des hommes armés aux alentours de 13h ce samedi. Les 2 journalistes étaient chargés de préparer les futures émissions de la radio qui devaient être produites ici à Bamako la semaine prochaine. Et nous recevons tout de suite sur notre plateau le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, porte-parole du gouvernement, Mahaman Babi. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. La réaction du gouvernement suite à l'enlèvement et l'assassinat des 2 journalistes. Le gouvernement de la République du Mali a appris avec consternation et une très grande tristesse ce samedi 2 novembre l'enlèvement et l'exécution à Kidal de 2 journalistes travaillant pour Radio France Internationale. Le gouvernement condamne avec la plus grande fermeté cet acte barbare et lâche. Le gouvernement prie pour le repos de l'âme de Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Ces 2 professionnels expérimentés et aguerris n'en étaient pas à leur premier séjour au Mali, notamment dans la région de Kidal, où ils avaient couvert pour RFI les opérations de vote du premier tour de l'élection présidentielle en juillet dernier. En cette douloureuse circonstance, le gouvernement adresse ses condoléances émues au gouvernement français et aux familles des personnes disparues. Il renouvelle enfin toute sa détermination ainsi que celle de ses partenaires à poursuivre la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Par ailleurs, Son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, a appelé au téléphone son homologue François Hollande, président de la République française, dès l'annonce de la mort des 2 journalistes. Il lui a signifié toute sa compassion et lui a présenté ses condoléances les plus sincères, ainsi qu'aux familles des victimes et à l'ensemble du peuple français. Les 2 chefs d'État ont convenu que la situation à Kidal n'était pas acceptable et qu'un changement était nécessaire pour assurer la sécurité de tous les Maliens et de tous les étrangers présents sur place. Fait à Bamako le 2 novembre 2013, le gouvernement. Merci, Monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement. À l'instant, la réaction du gouvernement suite à l'assassinat de 2 journalistes français ce samedi à Kidal. Et la presse malienne présente ses condoléances aux confrères de RFI et aux familles des disparus. Nous poursuivons ce journal avec les législatives. Les femmes se mobilisent pour une grande participation. La plateforme de veille des femmes pour les élections sans violence et équitable a donc initié une formation pour une meilleure compréhension du processus électoral. Le reportage de Moussa Fani. Elles sont une trentaine de candidates aux élections législatives à bénéficier de l'appui de la plateforme de veille des femmes pour les élections sans violence et équitable. La liste des bénéficiaires a été rendue publique ce vendredi au cours d'une rencontre. Les critères de choix sont expliqués ici. Le premier, c'était d'être retenu par la Cour constitutionnelle. Ensuite, il fallait avoir fréquenté les activités de la plateforme. On a donné la priorité aux femmes candidates dans les zones anciennement occupées. Et enfin, il y a eu un dernier critère. On a tenu compte des femmes qui avaient déjà été candidates, mais qui n'avaient pas été élues et qui sont encore candidates. Je voudrais, au nom du groupe Pivot Droit et Citoyenneté de la Femme, à travers la plateforme de veille pour les élections sans violence et équitable au Mali, vous dire toute ma satisfaction et ma fierté de vous voir vous battre pour apporter votre pierre à l'édifice national. Le ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a invité les candidates à la cohésion et à l'unité pour des élections législatives apaisées. Le département est prêt à accompagner les femmes candidates. Ils doivent faire la campagne avec tout le monde parce qu'elles vont devenir des députés de la nation. Il faut rappeler que la plateforme de veille des femmes pour des élections sans violence et équitable contribue à la formation citoyenne. Et dans le cadre de l'organisation de la campagne médiatique des élections législatives du 24 novembre 2013, le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État invite les candidats dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe le lundi 4 novembre pour l'enregistrement de leur message de campagne. 9h SNID.
9h20 RPM, 9h40 RDP, 10h PSDA, 10h20 ANCD Mali, 10h40 Indépendant Maliko, 11h RPDM, 11h20 Indépendant Fabara Makara, 11h40 Indépendant Oronya, 12h Indépendant Mousso Kanyeta, 12h20 Yerewolo Boulon, 12h40 PDS, 13h APR, 13h20 MODEC, 13h40 UDM et 14h UMP. Et puis, quel découpage électoral pour le Mali d'aujourd'hui? La question est abordée par l'émission de débat de l'ORTM législative 2013, les vrais enjeux, nuances entre découpage administratif et électoral, critères de détermination du nombre de députés par circonscription électorale, nécessité ou non d'une nouvelle carte électorale. Entre autres thèmes, les invités du 5e numéro de législative 2013, les vrais enjeux, tracent les grandes lignes des nouveaux découpages consensuels. Retrouvez l'intégralité de ce débat sur la Radio nationale ce samedi 2 novembre à partir de 20h50. Le Mali s'apprête à vivre une éclipse solaire demain dimanche 3 novembre 2013. C'est la deuxième éclipse hybride de ce siècle. C'est une très rare AT, entendez par là annulaire totale. Phénomène très rare, il peut donc attiser la curiosité. Le phénomène est rare et c'est bien ce qui fait que certaines personnes aimeraient l'observer. Mais attention, le regarder sans protection peut s'avérer dangereux pour les yeux. Garibou Pérou est allé à la rencontre des spécialistes. Suivant son reportage. Plusieurs pays dont le Mali vont vivre le 3 novembre 2013 la 9e éclipse solaire du XXIe siècle. La lumière du jour sera réduite du fait qu'environ 63% du disque solaire sera affecté. Mais quelle explication les uns et les autres donnent à ces phénomènes astronomiques? La distance entre la Terre et le Soleil, ça fait 150 millions de kilomètres, tandis que la distance entre la Terre et la Lune, ça fait 400 000 kilomètres. Donc, en un certain moment, on peut voir que la Lune cache, n'est-ce pas, le Soleil. Je vois, chaque fois que le phénomène se produit, les enfants se retrouvent dans les rues comme pour mettre fin à cette querelle astronomique en battant calebasses et tasses. Je ne sais pas exactement le sens de cette pratique. Interprétation différente selon que l'on soit cartésien ou traditionnaliste. L'ensemble du pays sera concerné par ces phénomènes naturels, rares, extraordinaires, mais surtout dangereux pour la vision. Il avait été donné comme information que l'éclipse pourrait avoir lieu le dimanche. Le maximum, c'est vers midi. Le début, ça va être vers 11h. Le moment où ça serait vraiment l'éclipse maximale, nous l'observerons durant 1 minute 30 secondes à peu près. Le Soleil émet des ondes dans les différentes fréquences. Et comme vous le savez, il y a les ondes radio qui permettent d'écouter la radio, il y a les ondes visibles qui nous permettent de voir, il y a les ondes ultraviolettes qui ne sont ni visibles et qu'on n'écoute pas. Donc le Soleil émet toutes ces fréquences. C'est un phénomène très dangereux. Alors pour ceux qui vont tenter de regarder cette éclipse, et notamment les enfants, parce que même si la Lune entre en contact avec le Soleil, ça ne va pas empêcher le Soleil d'émettre des rayons ultraviolets, mais aussi des rayons infrarouges. Donc ce sont ces rayons qui auront comme conséquence de brûler la rétine, notamment le centre de la vision qu'on appelle la macula. Et donc ça peut donner chez certaines personnes une cécité brutale et qui peut être irréversible. Vu les conséquences que le phénomène peut causer sur la santé, comment s'y prendre? Que recommandent les scientifiques dans pareil cas? Il y a des personnes qui sont assez curieuses. J'ai entendu dire des gens il y a quelques jours qui disaient que il y a 40 ans, le phénomène s'est produit, ils ont regardé avec des tessons de bouteilles, avec des films de radio ou avec des pellicules photos, et qu'ils n'ont pas eu de problème. Alors je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner.
Alors on peut échapper à un phénomène une fois, une deuxième fois, mais une troisième fois, on ne va pas pouvoir l'échapper. Alors mieux vaut prévenir que guérir. Ceux qui vont être victimes donc, de cette brûlure au niveau de la rétine, il faut qu'ils voient un spécialiste, sans douleur. Alors le spécialiste, encore une fois, il fera ce qu'il peut faire, mais très souvent, dans près de 90% des cas, le mal, il est déjà fait. Le mieux est de s'abstenir de fixer l'éclipse, car elle peut entraîner la cécité. Comme on le dit, ne te laisse pas lécher par qui peut t'avaler. Tout à fait, Garibou Pérou. En tout cas, n'oubliez pas de vous protéger et surtout de protéger vos enfants si vous n'avez pas de lunettes appropriées. Le ministre de la Défense et des anciens combattants a décoré hier 5 des 15 experts et formateurs de l'Union européenne en fin de mission au Mali. Occasion pour Soumeylou Boubèye Maïga de leur transmettre la sympathie du gouvernement et de l'ensemble des forces de défense et de sécurité maliennes. Reportage Agibou Koulibaly. L'Union européenne, à travers le programme Stratégie européenne pour la sécurité et le développement dans le Sahel, appelé Stratégie Sahel, prévoit un volet sécurité et un état de droit dont l'une des composantes est le renforcement des États partenaires. La mission d'entraînement de l'Union européenne au Mali, EUTM, qui a formé les bataillons de Koulikoro à la lutte antiterroriste et aux opérations de stabilisation, s'inscrit dans ce cadre. La cérémonie qui nous réunit est un témoignage de la reconnaissance de la nation malienne à l'endroit de certains de ses amis et partenaires qui ont su lui tendre la main en des moments difficiles et dont l'accompagnement ne s'est jamais démenti depuis. La nation malienne est reconnaissante, magnifie à travers cette cérémonie sa reconnaissance au dévouement de certains d'entre eux ici présents. Soumeylou Boubèye Maïga n'a pas manqué de saluer les autres récipiendaires non moins méritants qui ont quitté le Mali. Aux heureux récipiendaires, je peux affirmer que leur engagement ne sera pas vain. Que le chemin peut être long et difficile, mais jamais notre détermination ne faiblira. Pour les récipiendaires, cette décoration est une récompense du mérite qui renforce la confiance entre eux et le peuple malien. Nous vivons parmi vous depuis maintenant presque un an et notre histoire commune se nourrit de notre connaissance mutuelle et de nos efforts communs. La cérémonie de décoration a pris fin avec un cocktail offert par le ministre de la Défense et des anciens combattants. Fin hier des travaux de lancement du projet d'urgence Éducation pour tous. C'était au CICB. Les acteurs impliqués ont travaillé à baliser le terrain pour une meilleure mise en œuvre de ce vaste projet. Nando Dambélé nous en parle. Élaboré depuis 2009, le projet d'urgence Éducation pour tous qui vient d'être lancé s'articule autour de 3 grandes composantes qui sont l'amélioration de l'accès aux services d'éducation de base dans les zones ciblées, l'amélioration de l'environnement d'apprentissage des élèves et des rendements scolaires et enfin la gestion du projet suivi-évaluation. Les échanges au cours de ces 2 journées ont permis d'identifier des éléments majeurs de préoccupation et a certainement fait valoir la nécessité de communiquer, d'échanger et certainement de mettre en place des mécanismes de concertation. Très flexible, le projet d'urgence Éducation pour tous s'adapte mieux aux réalités du terrain. Sa mise en œuvre constitue une opportunité pour notre pays, résolument engagé dans un processus de refondation de son système éducatif avec pour enjeu principal l'amélioration de la qualité. Notre objectif était à la fois de permettre aux principaux acteurs de s'imprégner du programme, du projet, s'imprégner des différentes activités qui nous attendent. D'un coût de 21 milliards de francs CFA, le projet va permettre la construction et l'équipement des salles de classe, des extensions d'écoles, la formation d'enseignants et des comités de gestion scolaire afin de pouvoir accommoder les importants flux d'élèves suite au mouvement interne de population. Nous parlions tout à l'heure des yeux dans notre dossier Eclipse. Nous nous intéressons maintenant à la structure qui s'en occupe. Le CHU IOTA a tenu sa 4e journée scientifique, une journée qui entre dans le cadre du mois de la solidarité qui s'est achevé jeudi dernier. La journée avait pour but d'échanger sur les problèmes de la structure et les activités en ophtalmologie. Kadidia Toukone.
Chaque année, le service UOTA opère gratuitement 500 patients avec l'appui financier de la Banque islamique de développement. Pour le personnel de l'UOTA, la solidarité n'est pas que matérielle et financière, elle a une valeur morale sur laquelle repose notre société. Au cours donc de cette journée, le personnel de l'UOTA fait le point de ses opérations, mais également des échanges sur les résultats des travaux de recherche, la santé publique et l'actualité en ophtalmologie pédiatrique. La recherche avance vite et certains des problèmes rencontrés aujourd'hui trouveront sans doute leur solution dans quelques années. Malgré ces perspectives, la véritable question qui se pose dans l'immédiat, c'est de savoir comment on peut mieux agir pour s'attaquer aux problèmes existants et encore non résolus comme la cécité de l'enfant, la cataracte, le trachome et le glaucome dans leur forme cécitante. C'est un défi qui nécessite une réponse rapide et stratégique. Les enfants sont l'avenir de demain. Au CHU IOTA, une structure en ophtalmologie pédiatrique existe depuis maintenant quelques années car la prévention de la cécité de l'enfant est une priorité de cette structure. Cette maladie chez l'enfant varie selon le niveau de développement socio-économique et de la mortalité avant l'âge de 5 ans, d'où le slogan de l'IOTA « Faites-vous examiner ». Campagne agricole. Les acteurs de la filière mangue du Mali se sont retrouvés ce jeudi au CICB à l'occasion de la journée de validation des statistiques d'exportation et du bilan de la campagne mangue 2013. Ils ont identifié les contraintes et formulé des recommandations en vue d'une bonne préparation de la prochaine campagne. Le point avec Abdul Karim Kaba. L'interprofession de la filière mangue du Mali est un projet permettant aux acteurs directs de se regrouper, de définir eux-mêmes les règles du jeu, de la gestion et de s'y conformer. Cette journée de validation des statistiques d'exportation et bilan de la commercialisation de la mangue pour la campagne 2013 regroupe tous les acteurs de la filière. Aujourd'hui, c'est devenu une habitude. Depuis 2008 que nous avons mon programme, le cadre intégré du commerce, avons mis en place un dispositif pour justement sortir des statistiques fiables. Vous savez que l'un des problèmes dans les PMA en général, c'est la fiabilité des statistiques. Or, pour nous, c'est un outil, un instrument de travail très important parce que ce sont des indicateurs, notamment le volume des exportations, la part engrangée par les producteurs. La journée a pour objectif de faire l'état des lieux de la campagne écoulée jugée satisfaisante grâce à la qualité des mangues. La campagne 2013, nous avons noté l'amélioration non seulement de la qualité de la mangue, et également nous avons noté que la quantité de mangue commercialisée cette année était un peu supérieure à celle de 2012. Donc ce qui n'a pas marché, c'est au niveau de l'accès au financement. En 2012, les exportations ont atteint environ 25 000 tonnes pour 8 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. Pour la campagne à venir, les attentes sont grandes. Nos projets, en priorité, consistent à renforcer les capacités professionnelles de cette interprofession pour que, dans les années à venir, elles puissent elles-mêmes se prendre en charge. L'interprofession de la filière mangue du Mali a vu le jour grâce au concours, entre autres, du projet Compétitivité et Diversification agricole PCDA. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, porte-parole du gouvernement, était hier vendredi à Caille. Mahaman Babi y a visité des structures relevant de son département. Le problème le plus crucial est celui du manque d'équipements et de ressources humaines. Reportage de Jafar Haïdara. Cette première visite du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle à Caille s'inscrit dans le cadre de la prise de contact avec les services relevant de son département. Mahaman Babi voulait s'enquérir des conditions de travail et projeter des perspectives dans l'avenir. Le ministre Mahaman Babi s'est rendu dans les directions de l'emploi et de la formation professionnelle au FAFPA, à l'APEJ, à l'ANP et à l'IFP où il a visité les différents ateliers de formation. Là, le ministre a appelé les uns et les autres à l'entretien des matériels qui ont coûté plus de 4 milliards à l'État et ses partenaires. Cette visite m'a permis de savoir comment fonctionnent les services régionaux du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle à Caille. La direction régionale de l'Emploi et de la Formation professionnelle connaît quand même certaines difficultés par rapport aux équipements. Je pense qu'il est urgent de pouvoir leur donner un appui. En ce qui concerne les directions régionales de l'ANPE, du FAFPA, elles sont dans de meilleures situations, ces directions régionales.
et nous allons essayer de prendre les dispositions pour que, à l'intérieur des ressources dont nous disposons, que nous puissions doter en tout cas les cadres du minimum de conditions pour atteindre les résultats que nous leur avons assignés. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a tenu une réunion avec les différents responsables des services relevant de son ministère. Au cours de cette rencontre, le ministre a recensé les difficultés que les services régionaux rencontrent. Ces difficultés concernent essentiellement l'insuffisance des ressources matérielles, humaines et financières. Voilà, toutes nos excuses pour la mauvaise qualité de ces images. Un projet sur la gestion non violente des conflits dans la commune rurale de Bimbéré-Tama, cercle de Youarou, vient d'être lancé à Dogo. Le projet est une initiative de l'ONG Carrefour Femmes et Développement du Mali et plusieurs partenaires dont l'Union européenne. Candesila. Le projet de renforcement de la paix, la réconciliation et de la cohésion sociale dans la commune rurale de Bimbéré-Tama, cercle de Youarou, dont la cérémonie de lancement s'est déroulée à Dogo, est une initiative de l'ONG Carrefour Femmes et Développement du Mali, CFDM, en partenariat avec l'Union européenne, les royaumes de Danemark et de Suède, la Confédération suisse, le Canada et les États-Unis. Il s'inscrit dans le cadre du programme d'appui aux organisations de la société civile. Son coût est d'environ 30 millions de francs CFA pour une durée de 12 mois. Cette cérémonie de lancement a été une occasion d'expliquer aux bénéficiaires les objectifs du projet qui se résument, entre autres, à la formation d'au moins 200 leaders communautaires de Bimbéré-Tama à la gestion non violente des conflits. Le projet se propose aussi de promouvoir les activités d'embauche bovine et l'octroi des semences améliorées. Les autorités communales se sont réjouies de cette initiative et ont réitéré leur accompagnement à la mise en œuvre du projet. Retour à Bamako, les assises sur le Nord prennent fin demain dimanche à l'occasion de la cérémonie de clôture des assises sur le Nord placée sous la présidence de M. Oumar Tatamli, Premier ministre, chef du gouvernement. Le protocole de la République informe de l'invitation par le ministre de la Réconciliation nationale et du développement des régions du Nord demain dimanche 3 novembre au Centre international de conférence de Bamako les personnalités suivantes: les membres du gouvernement, les présidents d'institutions, les chefs de mission diplomatiques, des postes consulaires et d'organisations internationales, les gouverneurs de région, les présidents du conseil de cercle ainsi que les représentants des partis politiques. La mise en place terminée à 17h30, début de la cérémonie 18h. Pour mieux sécuriser les personnes et leurs biens, le commandement militaire de Tombouctou vient de créer un détachement à Ber, situé à 60 km de la ville. Ce poste regroupe les contingents de la MINUSMA, ceux de Serval et les forces armées maliennes. Malgré le problème sérieux d'eau potable, la présence des soldats a permis aux populations de vaquer paisiblement à leurs occupations. Reportage ORTM Tombouctou, Adama Jimdi. Les forces armées et de sécurité du Mali sont plus que déterminées à localiser, traquer et neutraliser tout fauteur de troubles. Il sera désormais ainsi tant que le moindre coup de feu sera tiré du côté ennemi. Parole de soldats. Les FAMA s'inscrivent dans cette dynamique rejoints par la MINUSMA et Serval. Ces trois forces sont aujourd'hui à l'unisson en position avancée à Ber, située à 60 km de Tombouctou. Nous répondons aux exigences du Comtiatra Gao, qui a décidé à un moment donné, vu les circonstances actuelles et vu l'opération qui se passe, de permettre de créer un poste avancé dans des positions que nous avons fait la proposition au commandement, donc Ber en constitue un. La présence de l'armée a permis de rassurer les populations. Depuis que l'armée est venue, il a senti que vraiment la ville vraiment était vraiment... les gens commencent à dormir très bien. On voit tout le monde circule normalement. Celui qui veut voyager à Tombouctou à son véhicule, il amène le marchandise qu'il veut vendre à Tombouctou. Et de Tombouctou aussi, il amène les marchandises pour amener ça à Ber ou amener ça à d'autres forains, soit à Zorhou, soit à Terji, soit à Hassidina qui est au nord à 40 km d'ici. Et les gens sont libres quand même. Ici à Ber, l'armée et ses alliés burkinabés de la MINUSMA et Serval ont un seul et même objectif, combattre les djihadistes, quel que soit leur mode d'opération.
De gros moyens militaires sont déployés ici à Ber par les FAMA, Serval et l'aménagement. Résultat, les populations civiles se sentent en paix et en sécurité, gage de la relance d'une économie locale fortement éprouvée par les événements. Une centaine de déplacés viennent de rentrer à Gao après avoir passé quelque temps à Mopti à cause de la crise. Ils ont été accompagnés par le programme d'appui et d'accompagnement des populations déplacées à Mopti et ses partenaires pour leur retour et leur réinsertion socio-économique. Daouda Zoumana Traoré. Le retour au Bercail est désormais l'objectif du gouvernement et de ses partenaires. Pour mettre ce projet en valeur, le programme d'appui et d'accompagnement des populations déplacées à Mopti, Padmo, vient de conduire une centaine de déplacés de Mopti à Gao. Nous avons équipé toutes les familles de kits ménagers, de matériel de production et nous allons financer également un certain nombre de projets d'activités génératrices de revenus pour ceux-là qui ont tout perdu. Les autorités régionales trouvent ce projet salutaire qui associe retour, installation et réinsertion des déplacés avec plus de 12 millions de francs CFA engagés. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de nous retrouver ici à Gao Libéré pour recevoir nos compatriotes qui vont rejoindre leurs foyers respectifs dans la paix, dans la sérénité et sous la protection des forces armées et de sécurité du Mali et des alliés. Depuis ils sont rentrés à Sévaré, jusqu'à leur retour, les projets, tout, on nous a accueillis très bien. Jusqu'à leur retour aujourd'hui, ils sont très bien contents. Chacun des ménages a reçu des vivres, des non-vivres et 75 500 francs CFA pour s'installer. Ces déplacés sont de Douanza, Gossi, Gao, Ansongo, entre autres. La 6e édition de la Journée africaine de la jeunesse a été célébrée ce vendredi à Tianfala, à 30 km de Bamako, dans la région de Koulikoro. Après la crise que le pays a connue, le thème de cette année est consacré à la contribution de la jeunesse africaine, à la consolidation de la paix et de la sécurité. Notre envoyé spécial Abdul Karim Kaba a assisté à la conférence. Voici son compte-rendu. La jeunesse est aujourd'hui la couche la plus active, la plus représentée dans notre pays et en Afrique. Le 1er novembre de chaque année est célébrée Journée africaine de la jeunesse. Et cela depuis 2008 au Mali. La 6e édition a été célébrée à Tianfala, dans la région de Koulikoro, avec comme thème « Contribution de la jeunesse africaine à la consolidation de la paix et la sécurité ». Pour prouver l'apport de la jeunesse à la consolidation de cette paix retrouvée, nous sommes dit que puisqu'il y a une forte colonie africaine qui séjourne au niveau de l'IPR ISFRA de Katibougou, il est bon de faire participer cette colonie africaine à la fête de la jeunesse africaine. Pour atteindre les résultats escomptés, il faut former et sensibiliser les jeunes pour la paix durable et aux mécanismes traditionnels de la gestion des conflits. Il est aussi important que la jeunesse elle-même puisse s'inscrire dans la lutte contre l'injustice et l'inégalité sociale. Il faudrait aussi que la jeunesse accepte de travailler. Tout le monde est unanime que la jeunesse est l'avenir d'un pays. Demain, pour une bonne gestion des nations dans la paix et la sécurité par les jeunes, il faut une culture de l'esprit de civisme et de patriotisme, a conclu l'Assemblée. L'ONG Right to Play a partagé jeudi dernier avec ses partenaires les résultats de son programme Jouer pour comprendre, un programme d'1 milliard de francs CFA qui visait à améliorer la qualité de l'éducation et développer les compétences de vie des enfants et des jeunes dans les communautés défavorisées. Nouhoum Sissoko. Le programme Jouer pour apprendre de Right to Play arrive à son terme. Il a été exécuté en 2 phases, 2007-2010 et 2010-2013. C'est une approche inclusive qui utilise le sport et le jeu pour éduquer et développer les compétences de vie chez les enfants et les jeunes. Cela afin de leur permettre de surmonter les effets de la pauvreté, des conflits et des maladies. Dans le processus, nous avons formé les conseillers des CAP et des académies d'enseignement qui, à leur tour, ont formé les enseignants. Et c'est les enseignants et les animateurs dans les communautés, à leur tour, qui mènent des activités de jeu et de sport avec les enfants. Le programme est intervenu à Bougouni, Yamfoïla, Ségou, Banamba et dans le district de Bamako. L'évaluation des activités a révélé une incidence sur les enfants de 2 à 18 ans. L'utilisation du sport comme plateforme de communication et de sensibilisation a largement
contribuer à améliorer les comportements et les compétences. On met aussi le développement de la solidarité, de l'entente, de la cohésion au niveau des élèves et toutes choses indispensables pour le retour de la paix. Cette expérience doit profiter à d'autres localités selon le représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports. Ces programmes incarnant les meilleures valeurs du sport au service du développement et de la paix combinent le sport et le jeu avec d'autres éléments pour améliorer leur efficacité. Plateforme de communication, son aptitude à établir des liens, sa nature transversale et son potentiel à renforcer les capacités, à motiver et à inspirer. Pour une pérennisation des activités, le programme recommande la prise en compte de l'approche sport pour le développement et la paix dans les politiques, plans et budgets à tous les niveaux. Et puis cette nouvelle sportive, le Burkina Faso a décroché aujourd'hui samedi le trophée de la 6e édition du tournoi de l'intégration de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA en battant le Bénin en finale à l'issue des tirs au but 9-8, s'adjugeant son premier trophée dans l'histoire de cette compétition sous-régionale. Les écureuils du Bénin se classent ainsi 2e du tournoi. Le Sénégal, tenant du titre, détient avec la Côte d'Ivoire le plus grand nombre de titres avec chacun 2 trophées à leur actif. La 7e édition du tournoi est prévue l'année prochaine à Lomé au Togo. Et puis à suivre tout à l'heure sur la radio nationale ce samedi à partir de 20h50. Donc ça a commencé normalement sur la radio nationale. Vous pourrez suivre donc le 5e numéro de législative 2013. Les vrais enjeux qui vont donc retracer les grandes lignes d'un nouveau découpage consensuel. C'est donc la fin de cette édition qui s'achève avec une pensée pour nos confrères de RFI qui ont perdu 2 des leurs, Claude Verlon et Ghislaine Dupont à Kidal ce samedi. Nous réitérons nos condoléances à leur famille. Bonsoir.